le côté satanique luciférien, c'est ça. C'est-à-dire que le mondialisme, c'est une pensée finalement d'essence satanique, mais avec des guerres internes. Donc cela ne peut que finir en catastrophe. Le communisme, c'est la version parachevée du mondialisme. Le mondialisme, c'est quelque chose de profondément satanique, de destruction du genre humain, de son abaissement moral, et tout ça, pour les humains qui seront encore en vie, le surveiller, un collectivisme, un traçage dans tous les domaines, enfin bref, un esclavage via l'intelligence artificielle, via le numérique. Bonjour Pierre Hillard. Bonjour Yeng. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Écoutez, merci de me recevoir. C'est la première émission et je suis ravi de la faire avec vous. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous ne connaissent pas encore? Bon, eh bien, écoutez, je donne des cours dans des écoles de commerce et écoles de journalisme. J'ai un doctorat en sciences politiques. J'ai fait aussi d'histoire et études stratégiques et politiques de défense. Et à l'origine, ma thèse de sciences politiques, c'était sur la vision qu'a l'Allemagne de l'Europe du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne. Et c'est mon livre « Minorité et régionalisme » qui est donc l'expression de cette thèse, qui est disponible. Et je me suis rendu compte, il y a à peu près 25 ans de ça, donc cela ne me rajeunit pas, qu'il y avait derrière ces politiques une pensée, une idéologie qui s'appelle en fait le mondialisme. Et là, j'ai véritablement creusé le sujet, d'où de nombreux ouvrages, Atlas du mondialisme, Archives du mondialisme, et puis Sionisme et mondialisme, c'est la trilogie. J'ai écrit d'autres livres sur la fondation Bertelsmann, ou encore des ouvrages sur la marche irrésistible d'une valeur mondiale. Et mon dernier livre, qui est sorti à fin mars 2022, c'est donc aux éditions Culture et Racines, des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, donc le Great Reset. Et en fait, ça part très loin dans le passé, parce qu'il y a un fond spirituel dans le mondialisme, et jusqu'à aujourd'hui, et avec un sous-titre, paganisme, écologie, réparation, covidisme et sacrifice. Alors, sacrifice, c'est un mot qui contient divers thèmes. En fait, le sacrifice ultime, c'est la guerre. Et c'est ce que je dis en beaucoup de cours, c'est que pour parachever un idéal de nouvel ordre mondial, via la pensée mondialiste, il faut un sacrifice humain finalement. Hélas, je m'en passerai de ce... Mais quand on étudie les auteurs, cette pensée mondialiste, il faut parachever cette gouvernance mondiale par un sacrifice global permettant de passer d'un monde ancien à un monde nouveau. C'est le principe Ordo ab Chao. La situation actuelle repose sur un travail ancien de personnes qui ont agi il y a 30 ans, 50 ans, 100 ans. Et là, aujourd'hui, en 2022, on en voit les fruits. Voilà. C'est ça donc l'objectif de mon livre, des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, avec une centaine de pages d'annexes et certaines étant en couleur. Voilà. Justement, vous êtes vraiment spécialiste du mondialisme. Vous avez écrit beaucoup de livres à ce sujet. Et aujourd'hui, on va parler du mondialisme. On va parler de sa racine, ses fruits et son avenir. Oui. Et tout d'abord, je sais que concernant l'origine du mondialisme, vous avez basé sur la Bible. Et, exact. Le mondialisme, c'est d'abord une pensée spirituelle qui consiste à détruire les fruits du christianisme, plus exactement du catholicisme, dans le domaine spirituel, avec ses conséquences politiques, c'est-à-dire les États s'inspirant des référents catholiques. Et le principe du mondialisme, c'est de détruire ce qu'on appelle l'incarnation. Dans le cas du catholicisme, il est dit, il y a 2000 ans, que le Christ était le Messie, le Fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu. Il a créé, entre guillemets, une entreprise qui s'appelle l'Église, avec l'objectif de faire en sorte que les hommes et les femmes, peu importe leur couleur de peau, le catholicisme veut dire universel, puissent sauver leur âme et aller au ciel. Et puis, vous avez eu des États qui ont été christianisés, catholisés, qui ont construit des modèles politiques en relation avec l'Église. Et c'est la France fidèle l'Église. Et on observe au cours des siècles, en particulier, ce qu'on appelle des hérésies.
s'appelle l'arianisme, au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, mais vous avez bien d'autres, les Cathares au 12e siècle, vous avez aussi le protestantisme, etc. Et on observe à chaque fois dans ces mouvements de pensée une volonté de détruire les critères du catholicisme, c'est-à-dire la Sainte Trinité, le rejet de la Sainte Vierge et la destruction du sacerdoce. Et ça s'est manifesté de manière éclatante d'un point de vue historique avec la Révolution française de 1789. La France, jusqu'en 1789, reposait sur le baptême de Clovis. Alors la date qui est convenue, c'est la date de 496, le baptême de Clovis, Clovis païen, marié à une sainte, Sainte Clotilde, va se convertir au catholicisme grâce à l'évêque Saint-Rémy. Et c'est ça qui va donner l'âme spirituelle de la France, qui fait que le roi de France, qui est sacré à Reims, devient le lieutenant du Christ. C'est-à-dire que le Christ est le chef supérieur et le roi de France, son lieutenant, son bras droit, si je puis dire. Et ce principe va durer de Clovis jusqu'à Louis XVI, 1300 ans. Donc c'est quand même l'âme de la civilisation française. Et avec la Révolution française de 1789 et la mort du roi, le 21 janvier 1793, le lieutenant du Christ, le roi de France, qui est décapité, eh bien c'est la mise à mort de ce lien spirituel entre le Christ et son représentant politique sur Terre. Donc, c'est la fin d'un monde. Et vous avez eu la même chose avec Vatican II, avec la volonté de détruire le lien entre le pape, qui est le vicaire du Christ. Voilà. Et la Révolution de 89, avec Napoléon, ces principes révolutionnaires de déchristianisation, de décatholisation au profit d'une élite bourgeoise, d'argent, de la haute finance. Et dans cette histoire, les Rothschild jouent un rôle capital, et je vais en parler un tout petit peu parce que c'est un élément clé, c'est que vous allez avoir Napoléon Ier qui va répandre, de par son génie militaire, les principes de la Révolution de 1789 partout en Europe, et puis cette Europe, après 1815, va répandre ses principes révolutionnaires partout avec les colonies. Et la Chine sera entre autres touchée à la fois par le monde français, mais surtout par le monde anglo-saxon, où les Anglais ont eu un comportement pas toujours très délicat à l'égard des Chinois au XIXe siècle. Voilà. Et donc, il faut comprendre ça. Et en fait, vous avez, à partir de 1789, un basculement politique et spirituel qui est que, dans le cas de la France, et c'était un phénomène similaire dans les pays catholiques européens, vous aviez une autorité politique faite d'hommes et de femmes plus ou moins droits, plus ou moins intègres, la nature humaine étant ce qu'elle est, il ne faut pas être puriste, mais il y avait au moins une volonté de créer un cadre politique à finalité spirituelle. À partir de 1789, et principe qui se répand donc dans toute l'Europe, vous avez une élite bourgeoise avec des grandes familles financières, et la plus célèbre, comme je l'ai cité, c'est Rothschild, qui impose un idéal matériel de jouissance des biens de ce monde, lié à un modèle d'organisation dont la finalité est d'aboutir à une gouvernance mondiale. Et quand je dis le rôle de la finance, et en particulier des Rothschild, lorsqu'on lit des travaux de spécialistes comme Fritz Backhaus, qui est le directeur du musée du judaïsme de Francfort, il explique très bien, à partir des archives Rothschild de Londres, donc en s'appuyant sur des références irréfutables, universitaires, il explique très bien, et je m'en suis servi dans mon ouvrage, pour dire qu'en fait, les Rothschild ont financé la guerre des Anglais contre Napoléon Ier. Donc vraiment, et les Anglais, s'ils ont pu vaincre avec leurs alliés européens Napoléon Ier, c'est qu'il y avait un soutien financier des Rothschild, et c'est si vrai que j'ai publié dans un de mes livres, Archimondialisme, un document de l'agence Reuters, un truc bien officiel, qui date de 2018, qui parle de la vente des actifs, enfin, de la part des Rothschild en 2018, et incidemment, l'agence Reuters rappelle le rôle des Rothschild dans l'histoire du monde et de l'histoire de la France en particulier et dans sa guerre contre Napoléon Ier, la guerre des Anglais contre Napoléon Ier, et l'agence Reuters précise que les Rothschild vont financer la politique anglaise contre Napoléon Ier. Donc, pour montrer qu'il y a en fait, à partir de 1789, le forum de Davos qui se met en place.
d'une certaine manière, mais avec d'autres noms. C'est-à-dire que l'idée est là, le principe d'une élite financière animée de principes matérialistes en vue d'une gouvernance mondiale. Et dans cette histoire, le monde anglo-saxon, à partir du XIXe siècle et après la défaite française de 1815 contre Waterloo, mène une politique de conquête du monde et de diffusion de cet idéal, je mets idéal avec des guillemets, matérialiste, financier, et on vit sur cet acquis, si je puis dire. Mais on précise une chose, et après je vous laisse la parole, au sein de ce milieu mondialiste, vous avez des bagarres internes. Tiens, il ne faut, et ça c'est capital à comprendre, que ça soit autrefois et aujourd'hui en 2022, vous avez la maison, je veux dire la maison mère, mais qui est subdivisée en différentes factions qui se tirent dans les pattes, qui se font des guerres internes. Et vous avez au XIXe siècle, en fait, des bagarres, par exemple, entre la City de Londres et le président américain, je dis bien 19e siècle, Andrew Jackson, qui était président de 1829 à 1837 aux États-Unis. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il faut comprendre ça pour comprendre, par exemple, la politique de Trump. En fait, Andrew Jackson, qui était franc-maçon, il ne faut pas l'oublier, était grand patron de la Grande Loge de Tennessee, la source est officielle, rassurez-vous, ne voulait pas qu'il y ait la création d'une banque indépendante du pouvoir politique. Il s'y opposait et la City de Londres faisait tout pour, dans les années donc 1830, pour imposer ce modèle. Et Andrew Jackson, président des États-Unis à cette époque, a réussi à mettre la City de Londres en échec. Et cette banque indépendante ne verra le jour qu'en 1913 avec la Fed. Donc, pour vous dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un phénomène ancien où vous avez différentes banques. La Banque d'Angleterre, c'est elle qui a ouvert la banque indépendante pour la politique qui impose ses vues, c'est 1694. Donc ensuite, vous avez eu la Fed, mais vous avez aussi la Banque impériale allemande au 19e siècle, puis vous avez auparavant la Banque de France. Et aujourd'hui, toutes ces banques, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la BCE, la Fed, sont réunies dans une super banque qui s'appelle la BRI, la Banque des règlements internationaux en Suisse, à Bâle, qui est la maison mère, la banque des banques. Et je termine par ce point clé, cette BRI qui vraiment détermine le monde actuel financier, monétaire, et qui a pour objectif d'aboutir à des monnaies dématérialisées, n'a jamais oublié que cette BRI a été créée en 1930 par différents personnages, dont un qui a joué un rôle clé, qui est un Allemand, qui s'appelait Hjalmar Schacht, qui a été le ministre de l'économie du Troisième Reich d'Adolf Hitler de 1933 à 1937, tout en étant le patron de la Reichsbank, donc l'équivalent de la Banque d'Angleterre, mais pour l'Allemagne, et il a été le patron de la Reichsbank de 1924 à 1930, puis à nouveau de 1933 à 1939. Donc c'est très intéressant de voir la collusion, les liens entre la haute finance et puis des dirigeants pas toujours sympathiques pour le bien de l'humanité. Mais en fait, tout à l'heure, quand j'ai écouté l'ensemble, au début, vous avez parlé aussi de la Révolution française et le mondialisme est une idéologie. Et oui. ça me fait penser, en fait, parce qu'en Chine, le communiste chinois, en tout cas pendant la Révolution culturelle chinoise, justement, ce qu'il a fait, c'est vraiment détruire ce lien entre l'homme et le ciel. Il a rasé tous les temples. Justement, pour eux, quand on détruit la racine, c'est-à-dire la culture traditionnelle chinoise, raser cette fondée de bouddhisme et de taoïsme, ça peut faire chuter la moralité. C'est comme ça qu'il peut, c'est-à-dire ce communisme qui est basé sur l'athéisme et le matérialisme, c'est comme ça qu'il peut contrôler le peuple. Exact. Et je suis entièrement d'accord avec vous, Ying, parce que voyez-vous, la Chine est victime, le peuple chinois est victime aussi du mondialisme, du matérialisme, via ce communisme. Et il faut savoir qu'il y a eu un soutien des élites anglo-saxonnes à l'arrivée de Mao Tse-tung. Ça peut paraître choquant parce qu'en fait, il y avait des bagarres entre factions chinoises, mais vous avez eu un soutien, et parce que le communisme chinois représente cet idéal, je mets bien avec des guillemets, que je déteste, en fait,
de matérialisme, destruction de toute spiritualité, et qui va de pair avec la chute de la morale. Et le monde anglo-saxon a joué un rôle capital déjà au XIXe siècle. La Chine a souffert de la présence anglaise. Les Anglais, vous savez, sont des... Alors, je vais choisir mes mots, mais sont des pots de vache, cette expression française, dans ce sens que lorsque les Anglais se sont installés en Amérique du Nord, il y a eu un génocide contre les Indiens, en Australie contre les Aborigènes, en Nouvelle-Zélande contre les Maoris, et la politique anglaise en Chine au XIXe siècle, ce n'est pas glorieux, hein, quand ils vendaient de la drogue, favorisaient la diffusion de la drogue pour se faire du fric, mais en échange, c'était pour détruire la santé des Chinois. Donc, le monde anglo-saxon vraiment joue un grand rôle, et il a joué un rôle, et ne jamais oublier aussi malheureusement le rôle de la France, que la Révolution française, c'est parti de France, cela s'est diffusé, et finalement la Chine a été victime d'un système politique, idéologique, qui vient de l'Occident, via la Renaissance, le protestantisme, l'alliance conclue au XVIIe siècle entre les élites juives des Provinces-Unies, Pays-Bas aujourd'hui, dirigées par Menasseh Ben Israël, avec Cromwell, la révolution de Cromwell, 1656, qui va faire en sorte que la puissance financière juive des Provinces-Unies va, vers les années 1656-1660, aller des Pays-Bas, Provinces-Unies, à la City de Londres. Et donc, vous allez avoir une alliance entre la politique impériale anglaise, nourrie par la puissance financière juive, et d'où la création en 1694, je vous dis, la Banque d'Angleterre, et ces principes vont, en lien avec la France, avec la Révolution de 1789, se répandre dans le monde, et la Chine sera une des victimes de ce communisme, comme la Russie a été victime de Karl Marx, enfin bref, la Révolution de 1917. Donc, la France et l'Angleterre, mais la France encore plus, parce que la France étant catholique, elle a commis encore plus de fautes, la France et l'Angleterre ont joué un rôle malheureusement négatif dans le cas des domaines, en favorisant la diffusion de ces idéologies mondialisme, anti-tradition, matérialiste. Voilà. Donc on peut dire en fait le communisme et le mondialisme ont la même racine côté spirituel. Disons que le communisme, votre remarque est très intéressante, vous allez voir. Le communisme, c'est la version parachevée du mondialisme. Et quand on regarde, là, à cause de vous, je vais vous montrer, je vais vous montrer un document, j'ai plusieurs cartes en couleur. Alors, je vais vous montrer un document qui est un timbre, vous allez comprendre, qui a été émis par la Cité du Vatican en 1985 en l'honneur de Thomas More, auteur de l'ouvrage Utopia, sorti en 1516. Voilà, est-ce que vous voyez ce timbre? Oui. Bien. Et puis, il y a une autre carte que je vous montrerai, la carte de The Economist. Je vous montrerai ça après. Pourquoi je montre ce timbre? Thomas More. Thomas More a été, dit des bêtises et fait des bêtises. Il s'est récupéré, donc on est au début du XVIe siècle, il a été ensuite canonisé, il s'est rendu compte de ses erreurs. Mais avant de se rendre compte de ses erreurs, Thomas More, et vous allez comprendre ensuite avec la Chine, et en fait l'esprit mondialiste, Thomas More a rédigé donc en 1516 un livre qui s'appelle Utopia. Et Utopia est le premier ouvrage de l'époque chrétienne exprimant un idéal de gouvernance mondiale, de matérialisme, d'esprit collectiviste, ou une égalité sociale, où tout le monde est surveillé, tout le monde doit déménager de sa maison tous les 10 ans afin de ne pas s'enraciner. C'est très moderne, mais moderne dans le mauvais sens du terme, et ces principes mondialistes, marxistes avant l'heure. Donc, pour bien faire comprendre que ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que la conséquence d'un long programme. Je vous dis, on a le document de référence, le premier texte de référence, c'est Utopia de Thomas More, 1516, on est en 2022, vous voyez, il y a... Et en fait, Thomas More ne fait que reprendre un programme hérité d'une pensée talmudique et kabbalistique, d'une organisation de la planète, matérialisme, sur fond d'une spiritualité talmudo-kabbalistique, collectiviste, de surveillance,
Voilà. Donc, bien comprendre que ce qu'on subit de plus en plus, le mal est ancien. Et là, maintenant, le poison s'est développé dans tout le corps de la société, en France, en Allemagne. Donc, l'objectif, c'est ce que j'explique dans ce livre, c'est de créer un nouveau, un cadre politique, financier, spirituel, détruisant le christianisme pour élaborer une architecture. Et vous allez voir la modernité de ces propos. Il y a la volonté de réparer le monde, c'est-à-dire d'effacer les marques spirituelles, politiques issues du christianisme pour reconstruire un monde en fonction des référents talmudiques et kabbalistiques. Cette réparation du monde s'appelle dans la Kabbale le Tikkun Olam, et la version en anglais, c'est Great Reset. En français, la grande réinitialisation. Et c'est si vrai que j'ai publié la couverture de Time de novembre 2020 avec la planète Terre et un échafaudage pour réparer cette Terre. Voilà. Ça s'appelle Great Reset. En fait, c'est une version kabbalistique qui s'appelle Tikkun Olam. C'est-à-dire qu'il faut réparer le monde pour aboutir à une gouvernance mondiale avec des monnaies dématérialisées, l'identité numérique qui est derrière, le contrôle de toutes les populations, le crédit social. Là, la Chine connaît ça, principe qui commence à s'introduire en France et dans les États européennes. En Italie, à Pologne, ils ont lancé un début de crédit social sous forme de jeu, mais vous savez, on commence par un petit bout, et ensuite on étend la chose. Tout à fait. Ben justement, en fait, les mondialistes aujourd'hui sont organisés et sont coordonnés, c'est-à-dire au-delà d'un pays. Est-ce que cette force mondialiste occidentale sont en train de rejoindre justement le communiste chinois? Alors, le communisme, pris d'un point de vue général, est la forme aboutie du mondialisme. La Chine, voilà. La Chine est un modèle. C'est ça. Brzezinski, qui est mort il y a peu de temps, parlait du modèle chinois avec chaleur. J'avoue que ce n'est pas très encourageant. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des bagarres internes au sein de ces milieux. Il faut d'abord relever, et je l'ai fait dans mon livre, des origines du mondialisme, la grande réinitialisation. Il y a au moins il y a énormément d'instituts qui ont noué des liens entre les milieux mondialistes occidentaux et la Chine. Vous en avez en particulier un qui est peu connu. J'ai publié l'intégralité des membres adhérents de cet institut qui a son siège aux États-Unis, je crois en Californie, qui s'appelle le Berggruen Institute, créé par Nicolas Berggruen. Je crois que ses parents travaillaient dans l'art. Et cet institut réunit, d'abord, cet institut a pour objectif de promouvoir la démocratie, mais une démocratie bien particulière, les nanotechnologies, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, enfin tout ce qui va avec. Et vous avez des liens, au sein de Berggruen Institute, des liens très étroits avec la Chine. Et vous avez beaucoup de représentants. Alors, je vous montre, comment dire, les documents, c'est l'annexe, voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer, j'ai mis les nombreux représentants. Alors, il y a plein de pages. J'ai mis avec, par exemple, vous avez Condoleezza Rice côté américain, et vous avez aussi des représentants du monde politique chinois. Alors, pardonnez-moi pour l'accent, mais vous avez un certain Min Tzu qui a travaillé au sein du FMI, entre autres. Enfin, voilà, et donc ces instituts essaient de coordonner, de régler les différents politiques financiers au sein des différentes factions. Bien comprendre que le milieu mondialiste est composé de factions oligarchiques. Il y a une faction oligarchique chinoise qui elle-même est subdivisée entre ceux qui veulent défendre l'empire du milieu et ceux qui voudraient des liens plus étroits, ou en tout cas de favoriser encore plus un matérialisme
enfin, en tout cas des oppositions entre ceux qui défendent la valeur, la civilisation chinoise et ceux qui veulent vraiment la détruire. Vous avez aussi des factions oligarchiques qui s'opposent dans le cadre du monde anglo-saxon. Donald Trump, héritier du président Andrew Jackson, défend un mondialisme respectant les intérêts américains dans le cadre d'une gouvernance mondiale, dans le cadre des unions régionales. C'est pourquoi ils s'entendent avec Poutine. Donc vous avez des guerres internes et l'Institut Berggruen essaye de régler ces problèmes internes. Bon, on ne voit pas trop les résultats. Mais vous avez aussi dans le cas de la France, et ça j'en avais parlé dans une vidéo de TV Liberté, vous avez le fameux institut France-China Foundation, qui a été créé au début des années, je crois que c'est 2013, qui regroupe donc les élites politiques, financières, pharmaceutiques, côté français, merveilleux, mais pareil côté chinois. Et depuis 2013, il recrute ce qu'on appelle les fameux Young Leaders. Alors, ça, c'est un truc qu'il faut connaître, parce que vous avez les Young Leaders, les Global Young Leaders pour Franco Davos, donc vous avez les Young Leaders côté China Foundation, vous avez des représentants chinois qui sont recrutés comme des représentants français chaque année, et côté français, vous avez des représentants comme les anciens premiers ministres Édouard Philippe, Jean-Pierre Raffarin, Laurent Fabius, le même Laurent Fabius qui est le président du Conseil constitutionnel et qui a un fils, Laurent Fabius, qui s'appelle Victor Fabius, qui travaille au sein de McKinsey, qui s'occupe de la logistique du Covid, entre autres, auprès de la présidence Macron. Et ce McKinsey qui est un des partenaires stratégiques du Forum de Davos. J'ai dans mon livre donné cité le document officiel, les 100 partenaires stratégiques du Forum de Davos, donc McKinsey. Vous avez aussi JP Morgan, vous avez la fondation Bill et Melinda Gates, Facebook, enfin Unilever, Merck, les entreprises pharmaceutiques entre autres. Donc en fait, c'est un maillage. Un maillage, il y a un mot en français qui est, je ne sais pas, dans l'oreille d'une chinoise, c'est le mot entre-là. Entre-là, c'est un mariage de choses distinctes, mais comme vous savez, comme des roues dentées qui voilà, l'entre-là. La première fois que j'ai vu ce mot, c'était en allemand, Verflechtung. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un entre-là où chacun se tient par la barbichette tout en défendant ses intérêts. Et la fondation, la France-China Foundation, entre dans cette politique. Et c'est vraiment, ça touche les milieux politiques, financiers, culturels aussi. Et j'ai une photo dans ce livre du président Macron photographié avec la promotion des France-China Foundation de 2017. Et il y a aussi, représentants chinois vraiment du milieu politique, du ministère des Affaires étrangères. Donc, en fait, tous ces milieux-là sont liés entre eux. Ce sont différentes familles, comme vous avez des familles aristocratiques qui existaient autrefois dans la France de l'Ancien Régime, mais qui quelquefois se faisaient la guerre. Et bien là, c'est pareil, vous avez des factions oligarchiques avec des intérêts financiers, politiques, stratégiques, et avec des spiritualités, des référents religieux dans le cadre de ces gouvernances mondiales plus ou moins développées, et ils se tirent dans les pattes, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et j'ai une expression pour ça, cela s'appelle l'enfer divisé contre lui-même. C'est-à-dire que ces différentes factions oligarchiques poursuivent un même but, mais chacun veut tirer la couverture à lui, et se tire dans la tête, dans les pattes. Donc il y a un côté guerre, c'est le monde de l'enfer, mais des bagarres internes. Et je reprends votre remarque, le côté satanique luciférien, c'est ça. C'est-à-dire que le mondialisme, c'est une pensée finalement d'essence satanique, mais avec des guerres internes, des guerres internes, donc cela ne peut que finir en catastrophe. Comme la tour de Babel. La tour de Babel qui s'élève, la gouvernance mondiale, c'est la tour de Babel. Et à un moment donné, ça se termine par un échec épouvantable. Mais le problème, c'est que vous, Ying et moi, et tout le monde, on est dans cette tour de Babel, et quand elle va se casser la figure, avec la crise financière qui arrive, le krach financier, l'euro qui est dans très mauvaise position, le dollar aussi, puisqu'il faut rappeler que ce qui se passe actuellement, c'est en fait pour détruire le dollar en faveur d'une monnaie mondiale dématérialisée, et que la Chine, dans cette histoire, joue un rôle très très important dans le cadre
des monnaies numériques que la Banque centrale, la Chine, a lancé en février de cette année, le premier modèle de yuan numérique, et que l'euro prend la suite, le dollar aussi. Après, vont-ils réussir à parachever la chose? Point d'interrogation. Mais la mission de Lucifer est pour tirer les gens vers l'enfer et pour détruire l'humanité. Détruire, en fait, l'œuvre de Dieu. Voilà. Et tous les humains sont concernés, peu importe leur couleur de peau. On est dans le même bateau. Donc, c'est le but final du mondialisme. Le mondialisme est intrinsèquement pervers. En fait, c'est l'expression, je plagie l'expression du pape Pie XI qui avait parlé du communisme comme un système intrinsèquement pervers. En fait, le communisme n'est que l'expression de mondialisme. La maison mère, c'est le mondialisme. Le mondialisme représente ces différentes idéologies qui reposent toujours sur le même principe, avec simplement un papier d'emballage qui change. Et c'est intrinsèquement pervers, anti-humain. Tout est fait pour, en fait, la finalité, c'est de détruire le genre humain en nombre, enfin en quantité et en qualité. En quantité, l'objectif, c'est de réduire je mets des guillemets, le cheptel humain, et c'est dit de la manière la plus officielle possible. Vous avez, je cite dans mon livre des origines du mondialisme, le fameux article du journal Le Monde de 2010 qui parle de la volonté de réduire l'humanité parce qu'on est trop nombreux. Tout ça en lien avec la nature, parce que la nature étant, selon eux, en détresse à cause de la présence humaine, il faut détruire le cheptel humain. Et on peut se poser des questions sur la politique vaccinale avec Albert Bourla, vu que ces vaccins ne sont pas encore, la phase 3 n'est pas encore terminée. Donc, bien comprendre qu'il y a une volonté de détruire, puis d'un point de vue qualité aussi, par une déstructuration des cerveaux. L'éducation nationale en France, mais qui n'a de national que le nom, a pour objectif de déstructurer les cerveaux, c'est-à-dire qu'on ne réagit plus de manière, en construisant un programme, un plan, on réagit par, des pulsions, d'où la politique de l'émotion. L'émotion est une qualité, mais l'émotion doit toujours être encadrée par la raison. La raison elle-même nourrie par une pensée classique. Et qui dit classicisme, dit modernité. Mais dans la pensée mondialiste, il faut détruire tout ça, et en particulier détruire le genre humain. Vous avez les fameuses Georgia Guidestone, aux États-Unis. Justement, voilà, en différentes langues, mais pas en français. Il est écrit noir sur blanc qu'il faut réduire l'humanité à 500 millions d'habitants. On est à peu près 8 milliards, donc vous voyez le ratio. Et donc ça passe par des guerres, on peut se poser des questions sur la politique vaccinale. Voilà, tous ces éléments. Et puis, oui, le mondialisme est intrinsèquement pervers. Mais justement, en ce moment, cette semaine, c'est la semaine de Davos, du forum Davos. Et est-ce qu'il y a certains éléments qui vous ont interpellé? Alors, d'après ce que j'ai lu, donc, on rappelle le forum de Davos qui a été créé en 1971 avec Klaus Schwab. J'ai présenté dans mon livre tout le comité directeur de Klaus Schwab, du forum de Davos, et vous avez en particulier un certain Fink, je ne connais plus son prénom, qui est le patron de BlackRock. BlackRock, vous savez, tout ce qui est gestion d'actifs, etc. Vous avez BlackRock, vous avez Vanguard, bien d'autres. Alors, ils veulent continuer leur programme, l'accélérer même. C'est dans le cadre, vous savez, des Nations Unies, l'agenda 2030. En fait, l'agenda 2030, c'est quoi? C'est l'application, on en revient, à l'ouvrage de référence de Utopia de Thomas More, un monde collectiviste, surveillé, Crédit Social et compagnie. Alors, Crédit Social, l'expression n'existait pas dans Utopia, mais l'idée était là. La technique n'existant pas, mais l'idée était là déjà. Et de soumission via l'identité numérique. Parce que c'est ça l'élément clé qui va se mettre en place. Une identité numérique avec une monnaie dématérialisée, et ça va très très loin, et je vais après continuer pour le forum de Davos, c'est que, j'en parle dans mon livre, vous savez, il y a des moments où on se doute de ce qu'ils veulent faire, mais parfois, ça va tellement loin, on se dit, tiens, je n'y avais pas pensé, dans l'horreur. Hein, bon. Et en fait,
vous avez le patron de la BRI. On a parlé là de la Banque des règlements internationaux, donc son siège à Bâle, qui est un Mexicain, mais qui porte un nom scandinave, il s'appelle Carstens. Et ces propos ont été relayés par un journal anglais, pas n'importe lequel, le Financial Times. Et qu'est-ce qu'ils disent dans cette volonté de mettre en place une monnaie dématérialisée soutenue par le Forum de Davos? Ils disent qu'il faut mettre en place le principe, je cite, le principe de programmabilité. C'est-à-dire que pour acheter, quand tout sera dématérialisé, vous ne pouvez acheter que par carte bleue ou bien smartphone, voire une puce, poignet, etc., la main, bon. Et en fait, vous ne pourrez acheter que les produits voulus par le système. Vous allez faire vos courses, vous voulez acheter des pommes de terre, et on vous dira non, vous ne pourrez pas acheter, vous n'aurez pas l'appareil, ne pourra pas, on vous dira non, c'est uniquement des carottes. Oui, mais je voulais acheter pommes. Non, on ne veut pas, on veut que tout sera programmé. Je parlais des fruits et légumes, la nourriture, mais ça sera pareil. En fait, la finalité du programme, c'est, comment il s'appelle, Klaus Schwab qui l'a bien dit, et redit, lui, ses compères. Là, actuellement, c'est le 26 mai que s'est terminé la réunion de Davos. La finalité, c'est, pour 2030, c'est prévu pour 2030, un peu avant, peut-être un peu après, peu importe, c'est vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et en fait, c'est le programme d'Utopia, c'est le principe collectiviste du modèle chinois ou de la révolution bolchevique de 1917. C'est le même principe, avec la technique en plus, qui est, et là, Klaus Schwab l'a bien dit, la fusion de nos identités physiques, biologiques et numériques. C'est-à-dire que l'homme sera connecté via l'intelligence artificielle, le numérique, etc., à un réseau informatique qui fera qu'on ne sera plus humain. Et c'est là où il y a le fond de cette spiritualité, c'est de faire en sorte que l'être humain puisse se fondre dans un grand tout spirituel qui est en lien avec la gnose. La gnose qui est la connaissance et qui dit ceci, que l'être humain, vous, moi, tout le monde, nous sommes des parcelles du divin et grâce à la science, nanotechnologie, intelligence artificielle, etc., on puisse remonter à la maison mère, à la source divine pour se fondre dans un tout divin. Alors que dans le christianisme, vous, moi, n'importe quel humain, on est marqué par le péché originel et on ne peut s'élever vers Dieu que par une grâce donnée par Dieu via confession, etc. Donc, ce sont deux mondes qui s'opposent et là, le Forum de Davos ne fait qu'accélérer le programme, l'encourager, mais, et c'est la situation actuelle, c'est que vous avez, comme je l'ai dit, des bagarres internes au sein du monde de Davos, en particulier avec la Russie. La Russie, pour le moment, la Russie de Poutine ne rejoint pas les principes promus par le Forum de Davos, par Klaus Schwab. Alors, doit-on croire que les gentils, c'est le monde russe, et les méchants, Forum de Davos? On est sur Terre, et sur Terre, gentil méchant, ça n'existe pas. En fait, vous avez, dans le monde russe, il faut d'abord savoir que, ça aussi, vous avez en gros deux factions. Vous avez une faction russe qui est pro-Davos et qui n'arrive pas pour le moment à imposer ses vues. Et puis, comment il s'appelle, Vladimir Poutine, qui, lui, veut défendre un concept, alors, apparemment plus traditionnel. Et c'est là, il faut rentrer sur un sujet délicat, mais qui doit être dit. En fait, vous avez, et j'en parle dans mon livre, une chose très intéressante, un article qui est sorti en 2014, il y a 8 ans de ça, de Times of Israel. Et le titre de l'article, c'était « Les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre ». Et qu'est-ce qu'il explique, cet article? Mais il y a eu d'autres articles de ce style allant dans ce sens. Vous avez en fait une guerre entre factions oligarchiques juives. Vous avez une faction oligarchique juive autour de Poutine, qui s'appelle Rothenberg, Wexelberg, Friedman, Kahn, Milner et bien d'autres, et qui tiennent des secteurs très importants de l'économie russe, pétrole, gaz, les engrais. Bon. Et ce milieu se rattache à un courant
traditionnel Loubavitch, d'où le soutien des Loubavitch, dirigé actuellement par Beryl Lazar, auprès de Poutine, qui s'oppose à une autre oligarchie, elle, libérale, LGBT, Zelensky. Je me rappelle que Zelensky, avant d'être donc à la tête de l'État ukrainien, était un humoriste qui était très fort pour jouer au piano, d'où l'expression piano à queue. Enfin bref, passons. Et ce Zelensky a été promu par une oligarchie entre Kolomoïski, LGBT, qui est, elle, pro-occidentale. Donc vous avez en fait des oppositions d'ordre spirituel, philosophique, entre une pensée classique juive, Loubavitch, hassidisme, qui s'oppose à des principes libéraux, occidentaux, LGBT, mariage pour tous, etc. Et à cela, il faut ajouter évidemment des oppositions d'ordre financier, d'ordre économique, politique. Donc ils n'arrivent pas à s'entendre dans l'architecture de la gouvernance mondiale. Un Poutine qui veut des unions régionales, l'Eurasie, l'Union européenne, l'Amérique du Nord, la Chine, et outre cette architecture, une tourne d'esprit des référents religieux et philosophiques qui ne correspondent pas au monde occidental. Et le programme de cette gouvernance mondiale a été publié de la manière la plus officielle possible, et j'ai montré la carte tout à l'heure, par The Economist. Bon, The Economist, c'est la famille Rothschild, c'est aussi la famille Agnelli, une famille industrielle italienne très puissante, où ils ont présenté une carte de la gouvernance mondiale avec un bloc, Eurasia pour la Russie, l'Amérique du Nord et l'Union européenne réunis en un seul bloc, et le monde chinois qui s'appelle Confuciania, le monde indien Hinduland et le monde musulman Islamistan. Et ils ont sorti cette carte, cet idéal de gouvernance mondiale, en septembre 1990, et je vous montre cette carte qui est à l'annexe 23 de mon livre. Voilà. Alors, cette carte-là est sortie dans The Economist. C'est The Economist, hein, septembre 1990, il y a 22 ans. Et vous avez Confuciania ici. Et donc, voilà ce que le projet de la City de Londres, des blocs réunis avec une monnaie dématérialisée. Et, vous savez, nos adversaires, ils nous présentent le programme avec la femme. Alors, en fait, je vais vous présenter The Economist de 2019 et The Economist de mai 2021. Vous avez à gauche The Economist de 2019, avec Poutine, le profil de Poutine à côté des 4 cavaliers de l'Apocalypse, avec l'homme de Vitruve qui porte un smartphone, le QR code. Vous voyez la modernité. Et l'autre, The Economist de 2021, la monnaie mondiale dématérialisée avec, non pas In God We Trust, mais In Tech We Trust, et avec un triangle et un œil là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Vous avez un aspect matériel, monnaie dématérialisée, une architecture gouvernementale, des unions régionales. Ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux, avec en arrière-fond un fond spirituel. Tout à l'heure, en fait, par rapport à ce que vous avez dit des programmes, enfin, des choses programmées, ça me fait penser, c'est exactement ce qui s'est passé à Shanghai pendant le confinement. Oui. Je ne sais pas ce que vous savez, en Chine, en fait, le confinement, c'était pas comme en France, le confinement. C'est-à-dire les gens sont vraiment emprisonnés chez eux. Oui. Ils ne peuvent pas sortir faire des courses. En fait, même avec l'argent, il peut acheter seulement le gouvernement qu'il a proposé. Il ne peut pas acheter tout ce qu'il veut. Et de plus, tout leur bien, la propriété, c'est-à-dire le gouvernement, il peut prendre à tout moment. Oui. C'est-à-dire, déjà, tous les logements qu'il achète, les maisons, tout ce qu'il achète, c'est jamais appartient à eux-mêmes, c'est juste 70 ans. Déjà, tout appartient à l'État. Et pendant le confinement, même les policiers peuvent entrer à n'importe chez qui. Ils peuvent casser le serrure et entrer, prendre n'importe quel objet. C'est vraiment... C'est l'utopia. C'est ça. C'est la matérialisation d'un idéal manifesté et rédigé par Thomas More, Utopia. Ce que vous décrivez, c'est ça. Donc, on pensait que ça peut arriver Bien sûr. Simplement, les pays occidentaux
ont un peu plus de retard. Mais on est sur le même chemin. Simplement, en fait, la gouvernance mondiale, c'est de faire en sorte que tout le monde marche au même pas. Il y a des décalages entre la Chine, Madagascar, la France, les îles Kerguelen et le Pérou. Enfin, je caricature volontiers, mais l'idéal, c'est de prendre l'ensemble de l'humanité et de l'amener vers un but collectiviste de surveillance généralisée, d'esclavage. Pensez bien qu'avec l'identité numérique qui arrive, la dématérialisation de tout, on va être des... En fait, je vais vous dire, le programme, on le connaît. Vous regardez les films de science-fiction. Vous voyez, par exemple, Elysium avec Jodie Foster, c'est un film qui est sorti il y a quelques années. Vous avez une humanité appauvrie, bigarrée, métisse, qui vit dans la pauvreté mais qui souffre, et vous avez une super élite, la caste, qui vit dans un immense vaisseau, dans ce film Elysium, qui domine la Terre, et eux, ils vivent dans un monde de perfection, enfin, apparemment, matériel, etc. Et l'immense vaisseau spatial, quand on le regarde de la Terre, c'est l'élite, hein, eh bien, c'est un pentagramme. Eh oui. Et vous avez tous ces films de science-fiction qui montrent un monde futur. Vous avez toujours une élite vivant dans un cadre matériel sophistiqué de la plus grande des modernités, et vous avez une masse humaine qui vit au jour le jour pour survivre et qui se bat à mort dans un cadre matériel sorti, de souffrance énorme. Ben, on y va. On y va. C'est pauvre de nous. Oui, ça fait peur. Hein. Et en fait, en 2015, j'ai vu que vous avez préfacé le livre La guerre secrète contre les peuples, et qui suppose que les élites préparent un génocide de masse de l'humanité pour mieux la contrôler grâce aux armes bactériologiques, aux implants, aux nanoparticules, aux génies génétiques. Ce sont des choses basées sur des faits, enfin basées sur comme les preuves. Ben, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, le fond de la spiritualité, il faut un sacrifice expiatoire pour aboutir à cette idée de gouvernance mondiale, et il faut sacrifier le genre humain, enfin une bonne partie, George Guidestone en particulier le dit bien, pour réduire à 500 millions d'habitants, et il faut donc, via les guerres, via... Je vais vous donner une réponse, mais bien précise. Il faut, dans leur esprit à ces gens-là, et après je vous donne un autre exemple, aboutir à une destruction de l'humanité pour passer à l'étape supérieure, Ordo ab Chaos. Et ça passe par tous les cas de figure. Et vous avez ce fameux universitaire israélien, Gershom Scholem, qui est mort en 1982, qui avait parfaitement compris la pensée mondialiste, via le messianisme qui va avec, et il dit ceci, et vous allez voir, comme c'est malheureusement moderne, je le cite, dans tous ces textes, dans toutes ces traditions, l'annonce de cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes, guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, avec le krach économique qui arrive, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Torah, la loi, et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au renversement des lois de la nature. LGBT, quoi. Donc, et dans leur esprit à eux, de ces mondialistes, cela s'appelle les souffrances de l'enfantement. Quand une femme est sur le point d'accoucher, c'est quand même douloureux, sauf avec la péridurale, d'après ce que me disent mes sœurs. Bon, bref. Quoique c'est quand même pas une partie plaisir. Mais dans leur mentalité à eux, leur mentalité tordue, plus on souffre, guerre, famine, épidémie, tout ce que vous voulez, mieux c'est pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Et ils ont une expression, ils en ont même deux. Ils appellent cela la rédemption par le péché ou le saint péché. Plus on fait mal, plus il est tordu et vicieux, mieux c'est. Et donc les souffrances de l'enfantement, plus ces souffrances de l'enfantement via famine, épidémie, catastrophe économique, financière, plus elles sont importantes, plus on arrive à cet idéal. Et
sur fond de spiritualité, et en particulier dans mon livre Chronique du mondialisme 2010-2020, j'ai publié un document de Microsoft, donc Bill Gates. Je rappelle, la fondation Bill et Melinda Gates, ils soutiennent entre autres le Forum de Davos, avec JP Morgan, McKinsey, etc. Eh bien, la fondation Gates a déposé un brevet Microsoft pour contrôler l'activité corporelle du genre humain, l'activité de la chaleur, etc. Le numéro du brevet, je parle bien du document original officiel. Le numéro du brevet, c'est 06 06 06 6 6 6, qui est la marque de la bête. Il n'a pas mis 07 2 4 8 10 4 57. Non, c'est 6 6 6. Et c'est pourquoi je répète, pour ceux qui veulent nous entendre et qui sont curieux, qu'il faut jongler en permanence entre des aspects matériels, physiques, économiques, politiques, stratégiques, avec la spiritualité qui est derrière et qui est d'essence satanique. Le mondialisme, c'est quelque chose de profondément satanique, de destruction du genre humain, de son abaissement moral, et tout ça, pour les humains qui seront encore en vie, le surveiller, un collectivisme, un traçage dans tous les domaines, enfin bref, un esclavage via l'intelligence artificielle, via le numérique. Donc c'est pas terrible. Mais selon l'Apocalypse de Bible de Saint Jean, est-ce qu'avec la guerre, la Covid aussi, la famine bientôt qui va arriver, on est vers... alimentaire. C'est ça. Donc on est vers la fin des temps. On est... Non. Ah. On s'en rapproche, mais je vais vous dire, ce n'est pas la fin du monde que vous allez connaître. C'est la fin d'un monde. Parce que nos ennemis, ils vont gagner des batailles, mais ils ne gagneront pas la guerre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre chance, ils sont divisés en factions diverses. Et ils se tirent dans les pattes, ils s'opposent. Donc, ils s'autodétruisent. Le problème, c'est que nous, on est avec eux. Donc, il y a quand même... voilà. Mais il n'y a pas, un chef unique. Il y a des subdivisions. Et si on a un esprit chrétien, il faut savoir que le mal ne peut pas avoir le dernier mot. Ça, c'est-à-dire, c'est la chose qui apaise. C'est-à-dire que le mal ne peut pas avoir le dernier mot. Il gagne des batailles, il ne peut pas gagner la guerre. Mais c'est à nous, vous, grâce à cet entretien, je vous remercie encore de m'accueillir, c'est à des personnes comme vous, moi, etc., et bien d'autres, d'être conscients de ce que veulent faire nos ennemis, diffuser l'information, prévenir, et vous aurez évidemment toujours des hommes et des femmes qui ne voudront pas voir la réalité, bon, tant pis pour eux, et vous avez des personnes qui sont soucieuses de connaître les coulisses et qui vont se réveiller et qui, dans leur vie de tous les jours, agiront pour mettre les grains de sable qui empêcheront la mécanique mondialiste d'aller jusqu'au bout. Voilà. Je crois beaucoup à cette méthode de diffusion d'informations à partir de preuves, et je crois aussi, et là l'être humain a une caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie, qui fait que lorsqu'on commence à avoir du mal à manger, parce qu'il y a une pénurie alimentaire qui plus est organisée, qui est voulue, lorsqu'on a des problèmes en tout genre pour terminer les fins de mois, eh bien, il y a un instinct de survie qui fait qu'on a envie de lutter, on a envie de comprendre. On a aussi la rage à l'égard de ceux qui sont à l'origine de nos maux, M-A-U-X. Et donc, dans le malheur, on souffre, mais on est beaucoup plus, actif pour réagir. Lorsqu'on a tout, quand on a un frigidaire bien rempli, quand on peut chauffer son appartement sans problème, quand on peut avoir une vie matérielle douce, ça ne fait pas un guerrier. La personne, quand elle a faim, quand elle n'arrive plus à se vêtir, quand elle ne peut plus donner à manger à ses enfants, l'homme, en général, enfin l'homme et la femme, ils se rebellent et ils sont prêts à se battre. Et pour cela, il faut malheureusement souffrir. En fait, l'instinct de survie n'est que le reflet, la conséquence d'une détérioration de la situation matérielle qui oblige l'homme à sortir de ses gonds et à lutter.
Et c'est triste à dire, mais il n'y a que le malheur. Je dis toujours, j'avais même écrit dans ce livre, en fait, il faut la guerre du feu et Mad Max. La guerre du feu, vous savez, c'est le côté primaire de la préhistoire, où les hommes luttent pour avoir de la braise, pour obtenir le feu. Et Mad Max, le film avec Mel Gibson, je crois, vous avez des bagarres, des guerres dans un cadre fou, matériel, moderne. Et c'est la réunion de ces deux éléments. Ce sont ces éléments-là qui vont réveiller l'instinct de survie et de lutte. Voilà. Mais c'est triste à dire, il faut que le malheur surgisse pour réveiller les gens. Quand le frigo est vide, les gens gueulent. Voilà. Tant que l'estomac est rempli, ça va. Le frigo est vide, les gilets jaunes, c'est ça. Vous savez, il y a des années de ça, on me disait, mais les gens, ils vont réagir comment? Et quand? À chaque fois, je disais, quand le frigo sera vide. Les gilets jaunes, c'est ça. Ça, le fait que la France et les États européens, ça ne concerne pas que la France, ont subi une invasion migratoire qui fait que l'âme de nos pays, ce qui faisait la France, l'Italie, ça disparaît. Donc, l'Européen se rend compte quelque chose qui n'est plus comme avant. C'est un ensemble. Et en fait, l'objectif du mondialisme, c'est de créer un mélange de toutes les populations. Pour détruire les racines. Plus de peuples chinois, plus de peuples français, allemands, espagnols. C'est créer une bouillie. Et c'est le fondateur de la Pan-Europe, qui s'appelait Richard de Coudenhove-Kalergi, qui est mort en 72, je crois, qui a joué un grand rôle dans le mondialisme, qui disait, dans un livre sorti en 1925, qui s'appelait Praktischer Idealismus, littéralement idéalisme pratique, qu'il fallait créer, je cite son expression, une race synthétique. C'est-à-dire un mélange complètement, enfin bref, de déracinement complet. Et je rebondis, je vous ai cité la Pan-Europe. Pourquoi? Parce que j'ai cité en particulier dans les annexes 1 et 2 de mon livre les représentants de la Pan-Europe France, où vous aviez Jacques Chirac, vous aviez Alain Juppé, Michel Barnier, Hélène Carrère d'Ancos et un certain Raymond Barre. Raymond Barre qui a été dans les années la présidente Giscard, Premier ministre dans les années 70. Et pourquoi Raymond Barre, membre de la Pan-Europe? Il a été dans les années 80 aussi membre du comité financier du Forum de Davos avec un certain Elliott Trudeau, à l'époque Premier ministre du Canada, qui est mort et c'est son fils actuellement là. Et ce groupe financier dirigé par Raymond Barre, dans le Club de Davos, était là pour faire avancer la machine mondialiste. Et c'est dans ce milieu-là qu'a été créé dans les années 80 une volonté de créer l'Union régionale nord-américaine qui en 1994 s'est appelée NAFTA et qui a été modifiée avec Trump pour s'appeler Accord États-Unis, États-Unis, Canada, Mexique. Et donc Davos, via le groupe dirigé par Raymond Barre, lui-même membre de la Pan-Europe, à l'origine de la création du bloc nord-américain. Vous voyez, j'essaie d'expliquer que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la conséquence non pas de dizaines d'années, mais de siècles de préparation plus ou moins rapide, plus ou moins efficace. Et là, on arrive au bout du bout. Est-ce que c'est ça, c'est-à-dire la grande réinitialisation? Ce qu'il veut, c'est vraiment créer un monde nouveau. Oui, c'est ça. C'est le terme que j'ai cité tout à l'heure, Tikkun Olam. Tikkun Olam, c'est réparation du monde. C'est Great Reset, grande réinitialisation. Et pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau, c'est Ordo ab Chaos. Ordo, un ordre qui naît du chaos, guerre, famine, la citation que je vous ai faite, crack économique, financier, tout ce que vous voulez. Et donc, on y va. Je vais vous dire, j'ai compris, je raconte ça dans mon livre, vous avez chaque année, aux États-Unis, une réunion des grands patrons de la Fed, la Banque Centrale Européenne, Banque du Japon, etc., à Jackson Hole. Et en août 2019, vous avez eu le représentant à l'époque de la Banque d'Angleterre qui s'appelle McCartney. Il a quitté ce poste, maintenant il a d'autres postes, dans le cadre de la protection de la nature, des Nations Unies, il est membre du Bilderberg aussi, enfin bref, il a plusieurs casquettes. Il est membre aussi du comité directeur du Forum de Davos, donc vous voyez le niveau de McCartney. Et j'ai mis la citation, et j'avoue que j'aimerais bien vous la citer,
Il parle en août, voilà, j'ai trouvé. En août 2019, du chaos qui va arriver, qui va faire en sorte que le dollar va sauter. Il parle de la monnaie chinoise. Pour que le renminbi, la monnaie chinoise, devienne une monnaie véritablement mondiale, il en faut beaucoup plus. Écoutez ce qu'il dit, août 2019. En outre, l'histoire enseigne que la transition vers une nouvelle monnaie de réserve mondiale risque de ne pas se dérouler sans heurts. Vous savez, c'est la méthode anglo-saxonne, très tasse de thé, qui annonce un malheur énorme, mais d'une manière, vous savez, très pudique, très réservée. L'augmentation du renminbi pourrait, avec le temps, fournir une seconde meilleure solution au problème actuel du FMI. Mais la première meilleure solution consisterait à mettre en place un système multipolaire. L'avantage principal d'un système multifonctionnel multipolaire est la diversification. Et dans son esprit, il faut mettre en place, je le cite, une monnaie hégémonique synthétique. Et en fait, c'est la monnaie dématérialisée et la Chine dans cette histoire est la figure de proue, même si l'Angleterre à l'origine, je crois que c'est l'Angleterre, la Banque d'Angleterre qui avait lancé le projet d'une monnaie dématérialisée, mais c'est la Chine, je crois à partir de février de cette année, 2022, qui a lancé le programme. Et l'euro, pour la suite, je crois que pour l'euro, ils doivent mettre ça en place à partir de juillet, enfin l'été 2023. Pareil pour le dollar. Donc en fait, on voit il faut d'abord casser le monde ancien, le détruire, d'où, à cause de vous, je suis obligé de vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais d'abord cacher. Je vais vous cacher ça. Vous avez The Economist, qui en 1988 a présenté la couverture, je veux dire 1988, de la monnaie mondiale, le phénix, naissant d'un brasier où le dollar est détruit. Soyez prêts pour la monnaie mondiale. Alors, ils avaient prévu ça pour 2018, enfin à l'horizon. Et vous avez les Jeux Olympiques de Londres. En 2012, regardez, vous avez le phénix qui surgit d'une surface covidienne qui ressemble au virus du Covid. Et vous avez le FMI, dont sa dirigeante s'appelle Kristalina Georgieva, qui fait partie forte de Davos, qui raconte le monde post-Covid, et vous avez un phénix qui surgit d'un virus. Pour vous dire qu'il y a une expression en français, ils ont de la suite dans leurs idées. La suite dans les idées. Donc en fait, il y a la volonté de détruire le monde dans lequel on vit, le monde hérité de 1944, Bretton Woods, un chambardement. Alors, je vous dis, on va assister à un krach économique, financier. L'euro est flageolant, le dollar aussi. L'endettement général, mondial, ça se termine en guerre civile, en guerre tout court, et après, dans leur espoir tordu, tel un phénix, renaître, descendre pour créer un nouvel ordre mondial. Mais est-ce qu'il y aura bientôt un grand jugement comme écrit dans la Bible? Un grand jugement. Un grand jugement. Vous savez, dans la Bible, à la fin jugement. C'est oui. ça. Alors. C'est-à-dire, le mal sera puni et les minorités des hommes. Rassurez-vous, s'ils ne sont pas punis sur Terre, ils auront une sérieuse correction l'au-delà. Il y a un côté infernal dans cette histoire. Gagnant des batailles n'est pas la guerre. Donc, ils seront punis. Et heureusement, ils seront punis en proportion des fautes commises. Bon. Donc, rassurez-vous de ce côté-là. Mais c'est à nous, par cette prise de conscience et grâce à une émission comme la vôtre, de pouvoir diffuser ces informations pour alerter les gens. Et je crois beaucoup le bouche à oreille qui fait que chacun, à son niveau, favorise la déstabilisation du système. Il n'y a pas de secret avec Macron qui va vouloir accélérer son programme. Il faudra aller dans la rue et manifester. Et quand je dis manifester, il faudra manifester. Et pareil en Angleterre, pareil en Allemagne, pareil dans les pays. Et vous savez, imaginez 2 millions de Français dans les rues de Paris en train de gueuler et dire on ne veut pas, ils auront beau mettre des rangées de CRS, voire même peut-être des chars, et tirer dans la foule, ça c'est tout à fait possible. Il y aura des morts,
Mais on n'arrête pas 2 millions, 2 millions, 3 millions de personnes enragées. En fait, il faut que les personnes, les Français, les Espagnols, les Italiens, poussent une gueulante et par paquet de millions se jettent dans les rues. Et enfin, c'est pour pas nous arrêter. Mais il faut d'abord une prise de conscience. Il faut que l'instinct de survie se réveille. Et après, on sort de chez soi et on rentre dans l'art. Bah, du coup, avant de terminer notre interview, quel est votre message pour les élites qui veulent en fait décider le destin de l'humanité? C'est l'hubris. L'hubris, vous savez, cette volonté de tout avoir, etc., l'exagération, tout. Je leur dis d'avance, vous aurez la peau de certains, comme moi ou d'autres, tout à fait possible, mais soyez assurés, vous, l'élite, enfin, ce qu'on appelle l'élite, en fait, une élite tordue et vicieuse, vous ne gagnerez pas cette guerre, vous allez le payer cher, et il n'est pas interdit d'imaginer, et ça aussi c'est un espoir, que parmi tous ces gens tordus, vicieux et ultra-puissants, il y ait quelques-uns qui prennent conscience de leur erreur, se révoltent et se rangent de notre côté. Il ne faut pas trop rêver non plus, mais il suffit de quelques-uns, vous savez, il y aurait 1 ou 2% à se révolter au sein de ces élites, ça peut faire basculer bien des choses, et j'ai cet espoir, et même si la situation est absolument accablante, j'ai terminé mon livre en disant « la roue tourne ». La roue tourne, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le dernier mot. Okay. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Lynn, de m'avoir invité à votre émission. Merci infiniment.